Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe qui est considéré comme des grands maîtres de la couleur et notamment de l'utilisation du fameux film Kodachrome. Et pourtant, ce photographe est surtout connu pour une célèbre photo en noir et blanc. A tout de suite. Ce photographe, c'est Ernst Haas. Il est né à Vienne en 1921. À la mort de ses parents en 1941, il commence à faire de la photo pour survivre. Et on raconte qu'il a échangé 10 kilos de margarine contre un Rolleiflex, son premier appareil photo. Alors il commence à faire des petites photos, notamment de photographier ses amis, des copines, fait des modèles, des photos, plus ou moins des photos, des portraits. Et un jour, c'est en 1947, il a rendez-vous avec une fille, un modèle, pour faire des photos. Il a rendez-vous à la gare de Vienne. Et là, il arrive et il voit un énorme attroupement. Il se demande qu'est-ce que c'est. Et il y a un train qui arrive et ce train vient de Russie et il ramène les prisonniers autrichiens qui étaient prisonniers de la guerre et qui rentraient chez eux. Et c'est là, il décide de faire les photos de cette arrivée, et c'est là qu'il va faire la célèbre photo qui va faire le tour du monde et qui va le rendre célèbre. Je vous montre cette photo, elle est très célèbre, elle est dans tous les livres d'histoire de la photographie, et en fait cette photo elle est extraordinaire parce que elle raconte tout sur la guerre. On voit une mère qui tend une photo sûrement de son fils pour savoir, parce que chacun sur le quai attend soit un fils, soit un père, soit un mari, en espérant les voir arriver parce qu'ils avaient très peu de nouvelles de leur famille qui était leur père, leur fils, leur frère qui étaient emprisonnés en Russie. Et là, ce qui est extraordinaire dans cette photo, c'est que on voit cette femme qui implore, qui demande « Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il est là ?» et tout ça. Et puis en premier plan, vous avez un soldat qui rentre et qui, lui, il est content, il rentre chez lui et, entre guillemets, c'est pas qu'il s'en fout, mais il voit pas cette femme, cette espèce de désespoir de cette femme qui attend son fils. Et donc cette photo est extraordinaire parce que elle rappelle toutes les horreurs de la guerre, toute cette indifférence, à la fois disons le fait d'être content de rentrer, que cette photo est finie, et puis tout ce malheur qui reste encore après la guerre. Alors cette photo en noir et blanc, elle va évidemment lancer Ernst Haas parce qu'elle va être remarquée par deux personnes, notamment par Capa, celui qui a créé Magnum, quand il voit cette photo, et surtout aussi les rédacteurs de Life, le grand magazine de reportage de l'époque. Et donc cette photo va passer dans Life. Life va proposer à Ernst Haas de travailler pour Life, et Capa va demander à Ernst Haas d'intégrer l'agence qui vient de créer, l'agence Magnum. Et c'est là que, en 1949, je crois exactement, le 14 juillet 1949, Ernst Haas débarque à Paris pour rencontrer Capa et va intégrer avec un autre photographe qui s'appelle Werner Bishop, il va intégrer Magnum. Ce sera les deux premiers photographes qui seront invités par les créateurs de l'agence Magnum. Donc il va intégrer Magnum, il va rester à Magnum, il va d'abord rester aussi très ami, il va devenir très ami avec Cartier-Bresson qui est son idole, il va rester très ami avec Werner Bishop et il va commencer à travailler pour Magnum. En 1951, il décide d'aller aux États-Unis pour évidemment continuer à travailler avec Life. Et là, c'est là que va se produire un nouvel événement, c'est que dans tous les magazines, tout est en noir et blanc. La couleur, c'est vraiment, les débuts de la couleur, c'est vraiment très très difficile. Et c'est là que va arriver ce fameux film Kodachrome qui va révolutionner un peu disons la photo couleur. Et là, Ernst Haas va commencer à photographier en couleur. Il va être le premier photographe de l'agence Magnum à travailler en couleur, malgré les réticences de certains, notamment de Cartier-Bresson. Life, quand Life va voir ces photos couleur,
Il sait que de toute façon, l'avenir de la presse va passer par la couleur et il va demander justement à Ernst Haas de faire des photos, notamment de New York. Et là, entre 1952, autour de 1952, pendant une dizaine d'années, là, il va photographier New York, il va devenir amoureux de cette ville. Il faut dire aussi qu'il avait vécu en Autriche la période nazie, et quand il arrive aux États-Unis, pour lui, les États-Unis, c'est le pays de la liberté, de la beauté, où tout est possible. C'est vraiment, pour lui, c'est le paradis. Il va faire des photos de New York en couleur, et ces photos vont être publiées en 2 portfolios immenses dans Life, et c'est là qu'il va devenir vraiment, il va devenir un photographe extrêmement célèbre. Il va continuer à travailler en même temps des États-Unis pour Magnum. Il va même devenir un des directeurs de Magnum, il va devenir un des directeurs de Magnum. Voilà un peu le début un peu fracassant de Ernst Haas grâce à cette pellicule Kodachrome. Pellicule Kodachrome qui avait, par rapport à toutes les autres pellicules couleurs, des teintes et des couleurs extraordinaires, notamment dans les rouges. C'était une pellicule qui avait une particularité, contrairement à toutes les autres, c'est qu'en fait, elle était constituée de 3 couches en noir et blanc, et chaque couche, après, au labo, on intégrait les couleurs, les rouges, verts, bleus, qui permettaient après de faire une image, une diapositive en couleur. Alors les premiers Kodachrome, ils sont apparus en 1935, c'était au départ, c'est pour le cinéma, mais après il y a eu, une des premières Kodachrome, elle faisait que 12 ou 10 AESA, et puis après a été créée la Kodachrome 25, puis la Kodachrome 64, et enfin la Kodachrome 200 bien plus tard. Donc Ernst Haas va travailler toute sa vie avec la Kodachrome 25 et la Kodachrome 64. Alors le problème de cette pellicule, c'est que cette technique obligeait d'être développée par un labo précis, et on ne pouvait pas, contrairement aux autres pellicules qui vont arriver après ou qui pouvaient être développées en 2 heures dans n'importe quel labo avec ce qu'on appelle le traitement E6, là c'était que Kodak qui pouvait développer les Kodachrome. Alors on recevait le film, et puis dedans il y avait un espèce de sachet. On mettait, une fois que la photo était faite, la pellicule, on avait fait les photos, on le mettait dans ce sachet et on envoyait ça à Kodak. Alors au départ, par exemple à Paris, il y avait un labo qui était à Sevran, à côté de Paris, et donc on envoyait ça à Sevran et on recevait la pellicule quelques jours après. Après, les professionnels, il y a eu un système de dépôt dans certaines boutiques où les professionnels posaient le soir leur Kodachrome, et puis un coursier les amenait à Sevran et les ramenait le lendemain, on pouvait récupérer. Mais donc il fallait entre 1 et 2 jours pour récupérer ces photos. Petit à petit, la difficulté justement de ce système et l'apparition d'autres pellicules couleurs qui pouvaient être développées en 2 heures, a fait que petit à petit, ce film a eu économiquement des difficultés. Après Paris, on était obligé d'envoyer ces photos en Suisse, puis après aux États-Unis, et les dernières pellicules Kodachrome qui ont été développées aux États-Unis se sont faites, je crois, en 1970. Je crois que la dernière pellicule couleur a été... D'ailleurs, je crois que Kodak a donné les dernières pellicules couleur à Steve McCurry, et que c'est Steve McCurry qui a eu développé les dernières pellicules Kodachrome par le labo aux États-Unis. C'était dans le Kansas. D'ailleurs, entre parenthèses, il existe un film qui est sorti sur cette histoire, où on rencontre un vieux photographe mourant qui part avec son fils développer la dernière pellicule qu'il a faite, Kodachrome, dans le Kansas. Voilà. Alors, revenons à Ernst Haas. Alors, Ernst Haas, il a continué à faire des photos en noir et blanc, mais surtout, il s'est intéressé surtout à des photos
plus, comment dire, d'illustrations, des photos de paysages, des photos, il a fait beaucoup de... Il est devenu un fan de l'Asie, de l'Inde, il a fait pas mal de photos sur tous les pays de l'Himalaya, le Népal, le Sikkim, le Bhoutan. Il a aussi fait pas mal de photos, notamment en mouvement, des photos couleurs en mouvement, comme on voit celle-là. Et donc, il gagnait beaucoup d'argent, et surtout qu'en plus, il avait les commandes de Life lui permettaient, si vous voulez, d'avoir beaucoup d'argent qui lui permettait de faire des travaux personnels. Alors aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'est lancé il donnait des cours photos. Il vendait ses tirages, il a même fait des cartes postales, il s'était installé à un studio à New York. Alors, il est considéré comme un photographe américain, mais il n'a jamais renié son pays et il ne s'est jamais fait naturaliser, il est resté toujours autrichien. Alors, les travaux de Ernst Haas ne se limitent pas aussi aux paysages ou aux photos de New York en couleur. Il a aussi travaillé beaucoup pour la pub, ce qui lui a permis d'ailleurs de gagner pas mal d'argent, notamment. Il a travaillé pour Marlboro pendant plus de 10 ans et il a aussi été un peu un photographe de plateau. Il a fait beaucoup de photos de films, notamment avec Huston, et il a fait des photos en noir et blanc cette fois, notamment sur le film mythique un peu qui s'appelle Les Désaxés, où il y a notamment Marilyn Monroe, dont tous les acteurs qui ont tourné dans ce film sont morts quelques mois après, notamment Marilyn Monroe. Et il a fait, je vous montre quelques photos qu'il a fait de ce film, Les Désaxés. Notamment, voilà, il a fait beaucoup de photos comme ça sur les plateaux de films, et notamment avec John Huston. Alors le problème, c'est que dans les années 70, il va y avoir un revirement de situation. On va considérer les photos de Ernst Haas comme des photos un peu kitsch, un peu mièvres, surtout qu'arrivent d'autres photographes qui vont montrer une Amérique beaucoup plus dure, beaucoup plus, oui, vraiment dure. Et par exemple, il va y avoir notamment ce fameux livre fait par Robert Frank, Les Américains, qui va montrer une autre Amérique beaucoup moins sympathique que ce que pouvait montrer Ernst Haas. Il va y avoir aussi Diane Arbus qui va montrer aussi une image d'une Amérique pas forcément très gaie. William Klein aussi qui va faire des photos à New York beaucoup plus agressives que ceux que faisait Ernst Haas. Alors, les critiques vont commencer à considérer Ernst Haas comme vraiment un photographe vraiment presque d'illustration, un photographe pas très intéressant, et il va tomber un peu dans l'oubli, même beaucoup dans l'oubli. Il va plus faire partie des livres sur l'histoire de la photo, on va complètement l'oublier. Et alors même, ce qui est quand même incroyable, c'est que il avait, je crois que c'était en 62, il avait été le premier photographe à exposer au Musée d'Art Moderne de New York des photos couleur. On avait fait une rétrospective sur lui. Et ce qui est étonnant, c'est que plus de 10 ans après, je crois en 1976, il va y avoir William Eggleston qui va exposer lui aussi ses photos couleur au MoMAP, et on va dire que le titre de l'expo, ça va être William Eggleston, celui qui a inventé la photo couleur, ce qui est quand même assez dingue de dire ça, et il va même pas être cité, on va même pas faire la référence à lui, alors que ça a quand même été un des premiers vraiment à faire des photos couleur artistiques, disons des œuvres d'art avec de la couleur et pas avec du noir et blanc. Donc on va l'oublier. Alors William Eggleston, j'ai fait une vidéo sur lui, si vous voulez, vous pouvez, en cliquant sur le lien qui apparaît, vous pouvez la voir. Mais c'est pas lui qui a inventé la photo couleur. D'ailleurs, la photo couleur, elle a été inventée par les frères aux Lumières avec notamment il y a même des photos de la guerre 14 où on voit des photos couleur qui étaient faites avec, je crois, des trucs de pommes de terre. Enfin, bon, bref. Voilà un peu le destin de Ernst Haas qui va tomber dans l'oubli. On va un peu l'oublier, ce qui est bien dommage. Et surtout qu'il va mourir, je crois, en 1985, subitement. Et donc, son fils et sa fille vont reprendre un peu les œuvres de Ernst Haas pour essayer de retrouver un peu, qu'on retrouve un peu ce photographe qui a été oublié.
Alors, si vous voulez voir un peu les œuvres de Ernst Haas, il y a pas mal de livres. Alors, il y a toujours, aux éditions Photopoche, il y a un très beau livre, Ernst Haas. Alors, il est très bien parce que il y a à la fois les photos noir et blanc. Alors, la fameuse photo, c'est les photos noir et blanc qu'il a fait. Vous voyez, notamment cette fameuse photo, voilà. Et puis, il y a aussi toutes les photos couleurs qu'il a faites de New York. Toutes les photos comme là, ici, de mouvement, vous voyez, voilà. Toutes les photos qu'il a fait de New York. Et aussi les photos qu'il a fait de paysages. Alors, il a fait un livre, alors malgré qu'il était tombé dans l'oubli, il a sorti un livre qui s'appelle La Création, qui a été vendu quand même à 350 000 exemplaires, ce qui est quand même un record pour un livre photo. Alors, ce livre, je ne l'ai pas, je vous montre quelques images qui sont dans ce livre, si vous pouvez essayer de le trouver, on peut le trouver d'occasion, mais c'est pas donné. Sinon, il a été passionné de tout ce qui était l'Inde, et notamment tous les peuples comme le Sikkim, le Bhoutan, et il a fait un livre aux éditions de Noël qui s'appelle L'Himalaya, qui est un super beau livre, où il a pu photographier, évidemment. Surtout à l'époque, c'était très difficile d'avoir l'autorisation pour entrer dans le Bhoutan, le Sikkim et le Népal. Donc vous voyez, il a fait des photos, c'est assez extraordinaire. Donc ce livre, c'est aux éditions de la Noël, de Noël. Vous voyez, tout ça a été fait au Leica. Il raconte qu'il avait tout fait au Leica, en 35 mm, au Kodachrome 25 et 64. Alors il faut savoir aussi que quand on travaillait au Kodachrome 25-64, on ne pouvait pas modifier, hein, c'est-à-dire que au labo, on faisait les photos, puis on recevait les pellicules. Alors que les autres pellicules couleurs, qui étaient développées avec le traitement E6, on pouvait corriger un peu. C'est-à-dire que souvent, moi je me rappelle quand j'étais assistant, le photographe il faisait quelques vues au début du film, et puis quand j'allais au labo, je leur demandais de couper le film, ils faisaient un petit bout d'essai, ils regardaient, après on voyait si c'était surex ou sous-ex, et on pouvait rattraper presque un diaphragme en moins ou en plus. Alors que les Kodachrome, ça c'était impossible. Voilà. Alors, je vous montre encore quelques photos. Et puis surtout, alors voilà. Et puis alors, il y a le livre. Alors, ce livre, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver aux éditions de Noël. Mais par contre, il y en a un que vous pouvez acheter en ce moment. C'est les photos qu'il a fait entre 52 et 62 de New York, en couleur évidemment, qui ont un peu lancé sa carrière. Alors voilà, vous voyez, c'est des photos. Alors la couleur, les rouges, hein, des Kodachrome, là, ça pète. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de photos rouges. Il aimait beaucoup le rouge. Alors là, voilà. Regardez, c'est assez super. Voilà. Alors, voilà un peu cette vidéo sur Ernst Haas. Alors, Ernst Haas, il était admiratif de Cartier-Bresson, et il a dit il avait deux héros, c'était Weston et Edward Weston et Cartier-Bresson. Cartier-Bresson lui aurait appris à faire des photos à la sauvette, et Edward Weston lui aurait appris à mettre en mouvement des images fixes. Et il raconte que par contre, personne a été capable de lui apprendre à faire des photos couleurs, et qu'il a appris ça tout seul. Alors il faut dire que quand on regarde le résultat, on peut dire qu'il s'est quand même bien débrouillé, et que c'est des photos quand même extraordinaires, et que William Eggleston n'est pas le premier à avoir fait des photos extraordinaires en couleur, ce qui n'enlève pas le mérite de l'un et de l'autre. Voilà, cette vidéo sur Ernst Haas est terminée. J'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on ne se retrouvera pas avant les fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve bientôt pour de nouveaux portraits de photographes, et aussi pour le MAC photo du mois de janvier. À bientôt, portez-vous bien.